Alors on va commencer par faire un petit peu connaissance. On se réveille, c'est le matin. Moi, je ne suis pas allé sur les planches, j'avoue. C'est très mal. J'essaierai de le faire demain. Et donc pour se réveiller, on va commencer à faire un petit peu connaissance. Alors pour ma part, je m'appelle Adrien Blin, ça vous l'avez très bien introduit. Je suis évangéliste chez Sagis. Sagis, c'est une entreprise qui fait une plateforme DataOps, d'industrialisation des projets data. Je suis aussi Docker Captain, c'est une centaine de personnes associées à l'entreprise pour évangéliser cette technologie dans le monde. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plus lié à ce que je faisais avant. Avant, j'ai été SOC leader et coach DevOps dans une grande banque, mais aussi dans une boîte de conseil. J'ai accompagné différentes entreprises dans ce domaine-là, sur le plan technique et moins technique. C'est justement ce dont on va parler. Et j'anime aussi un certain nombre de communautés techniques sur Paris, les communautés Docker, Kubernetes, Serverless par exemple. Alors, vu qu'on a déjà beaucoup de technologies, je me suis dit que j'allais pas faire de slides technologiques. En fait, vous ne verrez que des titres. Comme ça, on va pouvoir parler entre nous. On ne va pas se concentrer sur les écrans. La première chose que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'était le contexte dans lequel on évolue. Alors, on a eu beaucoup de présentations. Je me souviens notamment de belles présentations sur le sujet de l'an dernier, ici même à l'ITES. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le monde dans lequel on évolue, il est de plus en plus incertain, volatile, il est complexe, il est ambigu. En fait, c'est ce qu'on retrouve sous l'acronyme VUCA. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en fait, c'est une théorie qui a été développée par l'armée américaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça qualifie bien ce monde incertain et court-termiste dans lequel on s'inscrit de plus en plus. Un deuxième enjeu, qui est beaucoup le nôtre, c'est le fait que pendant longtemps, les CTO étaient amenés à rationaliser, à industrialiser leur activité. Je me souviens d'un talk de Nicolas, l'an dernier, Nicolas Lemoine, qui évoquait le fait que, tandis que dans les années 2010, la majorité des CTO étaient engagés sur de la rationalisation, de la stabilité, de la pérennité, en 2016, le résultat au même sondage disait qu'on leur demandait tous de disrupter, d'innover, en fait, de mettre la barre à gauche toute. Aujourd'hui, on s'appuie aussi sur un monde qui bouge tout le temps d'un point de vue technologique. Si on avait une petite balle en mousse qui rebondit, comme ça, on verrait qu'au début, on fait des grands bonds, et puis, plus le temps passe, plus on fait des bonds de faible hauteur et de plus en plus courts. La réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les technologies, elles s'enchaînent les unes après les autres. Ça devient de plus en plus difficile dans les entreprises de digérer ces technologies, d'en tirer de la valeur, d'en obtenir un ROI rapide, puisqu'en fait, à peine ces technologies arrivent, dès le lendemain, elles sont déjà remplacées. Et puis la technologie, en plus, elle est de plus en plus fragmentée. Moi, je m'intéresse de plus en plus au monde de la data. Aujourd'hui, c'est un enfer sur Terre, parce qu'en fait, je me souviens d'une picture qui a été faite par Matt Turk, un investisseur, qui a fait un beau poster avec toutes les technologies qui évoluent dans ce monde-là. Il y en a plus d'une centaine, ça n'arrête pas de bouger, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. La question pour les entreprises, c'est comment avancer dans ce monde qui est de plus en plus mouvant. Adrien, quand vous dites c'est un enfer, ça va de plus en plus vite, est-ce que les DSI le vivent comme ça? C'est-à-dire qu'ils disent, tiens, notre métier est hyper intéressant, ça change tout le temps, c'est varié, ou est-ce qu'ils le vivent effectivement comme un enfer? En fait, moi, ce que j'en observe, c'est effectivement que c'est vécu de façon de plus en plus pénible parce que les organisations n'ont pas été prévues pour ce monde-là. En fait, les structures, les organisations, on va en parler dans un instant, ont été pas forcément envisagées pour un monde où les choses se cadenciaient de plus en plus vite. Et justement, ça veut dire que ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est du time to market, de l'adaptabilité dans la DSI. Et pour ça, il y a plein de plans qui ont été mis en œuvre. Qui a un plan de transformation en cours dans sa DSI pour faire de l'agilité ou un truc comme ça ? Ah oui, on est tous en train de faire ce genre de choses. La réalité, c'est que les DSI ont commencé il y a quelques années maintenant avec l'agilité. L'agilité, ça a permis de créer une logique de cadencement, d'itérer, d'apporter une valeur de façon incrémentale, plutôt qu'attendre une belle phase de design, de délivrer, de coder, et puis ensuite de recéter 2 ans après pour se rendre compte que ça correspondait plus aux besoins. Alors l'agilité, c'était bien. Mais le problème, c'est que ça marche pas tout seul, parce qu'il faut aussi construire, d'un point de vue technologique, des applications pensées pour ça. Et c'est là qu'on parle d'architecture logicielle et qu'on voit apparaître tout ce qui tourne autour des microservices, notamment. Parce que si vous avez une application qui est très monolithique, délivrer des incréments de valeur dessus, ça s'avère extrêmement pénible. Et puis, on se rend bien compte que l'agilité qui était née dans les équipes de développeurs, notamment, elle n'a aucun sens, elle n'apporte aucune valeur au business si cette agilité, on la pousse pas jusqu'en production. Au début, l'agilité, c'était ça. C'était les équipes de développeurs qui travaillaient de façon itérative, mais ça s'arrêtait là. Et donc, on a commencé à parler de culture DevOps, d'embarquer les Ops pour faire en sorte que ces cycles d'itération aillent jusqu'à la production. Et donc, on a commencé à se rendre compte qu'il fallait décloisonner ces développeurs, ces Ops. Et donc, on a commencé à parler d'organisation. On a commencé à vouloir créer des feature teams dans lesquels on allait regrouper tous ces profils. Et puis, c'est là qu'on a aussi commencé à parler du cloud. Parce que si on veut aller de plus en plus vite, il faut aussi avoir une infrastructure qui s'adapte à ce monde qui est très réactif. Et le cloud, c'est quoi? Que ce soit du cloud public ou le cloud qu'on construit dans les entreprises, c'est de l'on-demand, du pay-per-use, de l'élasticité. Et c'est bien ce qu'on recherche aujourd'hui dans l'infrastructure. En fait, ce que je veux souligner ici, c'est qu'on est dans une approche qui est très systémique.
Beaucoup d'entreprises lancent des transfos agiles, DevOps, Cloud, etc. mais souvent, ces projets, ces sujets sont portés par des entités et des personnes distinctes. Un premier sujet, en fait, c'est déjà de réconcilier toutes ces facettes du changement. Parce que ce changement, il est global, il est systémique. Il a beaucoup commencé par prendre pied dans l'entreprise avec une dimension technique, parce que parler de la techno, c'est peu difficile. La technologie, on a pris l'habitude de la digérer et de la faire évoluer. Après, on a commencé à se rendre compte que ça ne suffisait pas. Parce que, par exemple, si on prend le monde du DevOps, faire des pipelines de delivery, automatiser le déploiement des applications, c'est faisable. Mais on s'est bien rendu compte qu'il fallait que les gens se parlent, développent de nouvelles interactions. Et là, on a commencé à parler d'organisation, de process. Là, on commence à toucher quelque chose de plus sensible. Et puis, on commence ensuite à parler des objectifs. Parce que pour que ça marche, le DevOps, il faut commencer à faire des feature teams, comme je disais, par exemple, dans lesquels on va avoir des équipes pluridisciplinaires, avec des devs, avec des ops, qui vont être collégialement engagés sur la même chose. En gros, sur le build et le run de leurs applications. Tandis que dans le temps, on avait des devs qui, eux, voulaient innover, voulaient aller vite pour servir les besoins du business, et des ops qui, eux, voulaient rationaliser, stabiliser pour servir les objectifs sur lesquels ils étaient engagés. Et comme je dis souvent, tandis que les uns touchent des primes pour certains objectifs, les autres touchent des primes pour d'autres objectifs. Il ne faut pas espérer que ces gens se parlent dans l'entreprise. Et donc, on crée ces feature teams, on crée tout ça, et on se rend compte que ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, le sujet d'après, qui commence un peu à émerger, c'est l'humain. C'est l'humain dans l'entreprise, parce qu'en fait, on est en train d'automatiser beaucoup le travail, et du coup, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on a dans l'entreprise, et quel est leur travail demain, et comment attirer les gens pour venir contribuer à la progression de l'entreprise, justement. Vous noterez que, pour être très techno, j'ai même fait des fiches, c'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai fait des fiches sur du Bristol, que j'ai acheté tout juste hier. Alors, donc, le problème, c'est que les organisations qu'on a aujourd'hui, elles n'ont pas été prévues pour ça. Alors, soyons bien clairs, les organisations qu'on a aujourd'hui, elles n'ont pas été prévues pour ça, mais elles ne sont pas plus bêtes que celles qu'on veut avoir demain. Ce que je veux souligner, tout simplement, c'est que les organisations qu'on a, elles ont été construites dans un autre temps pour servir d'autres objectifs. Pendant longtemps, l'infra, ou même plus globalement l'IT, c'était un centre de coût. Quel CIO dans la salle a pour chef un CFO, quelqu'un qui pilote des budgets, de l'argent, des choses comme ça? Ben oui, il y en a un certain nombre. En fait, la réalité, c'est que on a une dimension qui est très centrée sur la rationale économique. Or, aujourd'hui, ce qu'on attend de la DSI, c'est quoi? C'est de l'innovation, c'est de la disruption, c'est de la vélocité. Or, on avait un pilotage par les coûts, et ce pilotage par les coûts, il nous avait amené à construire des organisations très silotées, qu'on essaye justement de casser avec cette logique de dissilotage, de feature team. Et ces modèles faisaient la promotion du command and control, de la gouvernance, de la structure, de la rigidité. Il ne faut pas oublier que ces modèles, c'est peut-être l'aboutissement des dernières phases du Fordisme, du Taylorisme. C'est des choses qui ont été inventées finalement presque au début du XXe siècle, quand on voulait spécialiser les gens sur la chaîne de production pour délivrer de la valeur de façon industrielle. Ce que tu appelles le pilotage par les coûts, c'est tout pouvoir au directeur financier. Ben, c'est souvent encore ce qu'on observe. C'est malheureusement une réalité. C'est que l'entreprise considère la technologie, l'IT, comme étant un centre de coûts, effectivement, et donc il convient d'être considéré comme une ressource parmi d'autres. Beaucoup de DSI encore sont sous la gestion du directeur financier qui gère à côté le sourcing, l'immobilier et d'autres ressources. Moi, on m'avait vendu dans des symposiums comme celui-ci un DSI stratégique, mais bras droit, bras gauche du directeur général, COMEX et tout ça. C'est exactement ce vers quoi on veut aller, mais c'est pas toujours vers quoi on est aujourd'hui. Et la réalité, c'est que ces modèles historiques ont justement aujourd'hui leurs limites. Et donc, ce qu'on cherche à faire, finalement, c'est partir sur d'autres modèles qui vont remettre la place en fait, de l'humain au centre de l'organisation pour pouvoir aller de l'avant de façon plus fluide, notamment en travaillant sur cette logique de feature team, de rapprocher les profils, mais aussi en travaillant sur la façon de faire collaborer les gens dans l'entreprise. Alors, on le disait, il y a eu une dimension organisationnelle avec ces feature teams, ces organisations, et ces organisations, aujourd'hui très silotées, on cherche à les détruire. Pour ça, en fait, on va devoir aller chercher des talents qui vont nourrir maintenant cette DSI vers cette volonté d'aller disrupter, d'aller de l'avant technologiquement. Et pour ça, en fait, on va avoir un premier challenge qui va être celui du recrutement, au-delà de l'organisation. Parce qu'en fait, les gens veulent devenir freelance, les gens veulent devenir
aller bosser dans les startups, aller bosser dans les GAFA. Ça, c'est une réalité du marché. J'ai travaillé dans des entreprises, on va dire, traditionnelles, où j'ai accompagné des clients, ils n'arrivent plus à recruter. Le problème, c'est que quand on va vers le DevOps, vers l'agilité, vers tout ce monde-là, les emplois à faible valeur ajoutée, on tend à les faire disparaître et on cherche quelques profils plus qualifiés. En gros, on n'a plus besoin de gens, si on parle par exemple du monde des Ops, pour être des robots, passer des procédures, déployer. On cherche des gens créatifs qui vont inventer ces robots. Des gens qui vont être adaptables, qui vont être capables d'adopter ces nouvelles technologies qui n'arrêtent pas d'arriver et qui vont construire ce futur dans l'entreprise. Et alors, on se rend compte qu'il y a une vraie tension sur le recrutement et c'est d'autant plus marqué qu'en réalité, ces profils n'ont jamais été prévus pour le monde dans l'entreprise. Prenons le DevOps en particulier. Dans le monde du DevOps, la réalité, c'est que puisqu'on mettait les gens dans des cases, dans ces silos historiquement, avec des développeurs, avec des Ops, l'entreprise mettait les gens dans les cases. L'école mettait les gens dans des cases. On faisait des études pour devenir ingénieur système ou pour devenir développeur. Les gens qui se revendiquent être DevOps, les vrais DevOps, en fait, c'est pas tant des profils sur étagère que des personnalités, parce qu'aucun cursus ne mène à ce profil. C'est des gens qui se sont bâtis sur une curiosité, sur une volonté de ne pas s'enfermer dans un rôle, et du coup, ça a souvent développé des personnalités, des gens qui se remarquent dans l'entreprise parce qu'ils rentrent pas dans le moule, ils sont pas dans cette logique de conformisme. Et l'enjeu, c'est de travailler, de faire rentrer en fait ces gens dans la dynamique de changement. Un point aussi qui fait que les choses vont pas s'améliorer, c'est que je pense que dans un monde qui est de plus en plus technologique, la réalité, c'est que on se rend compte que si on prend l'exemple du domaine du big data, de l'AI, on devient presque, on va dire, le Bangalore des États-Unis aujourd'hui. Je regarde dans le monde de la data. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. Et pendant ce temps, des entreprises comme Facebook viennent mettre leur centre ici. Alors on est heureux, on est fiers en France d'accueillir ce genre de centre, mais la réalité, c'est qu'on est fiers, comme probablement les Indiens étaient fiers de voir nos centres de développement être externalisés chez eux en réalité. Et du coup, quel profil reste-t-il pour l'entreprise ? Ces profils, ils sont difficiles à capter aussi parce que cette génération, en réalité, vu qu'elle est très sollicitée, elle s'intéresse à d'autres choses que le seul rapport à l'argent, du travail contre du salaire. On en dépasse le cadre. Pourquoi ? Parce que cette génération, aujourd'hui, on a sur le marché des gens qui n'ont pas connu les années 2000, les années difficiles. On connaît des gens qui ont toujours connu cette abondance et cette sursollicitation, et donc du coup, ils recherchent autre chose. Vous savez, cette fameuse pyramide de Maslow, dans les couches basses, on va chercher finalement la sécurité, les revenus. On va sécuriser finalement son mode de vie et on cherche l'empowerment, on cherche le développement personnel, on cherche ce genre de choses sur le haut. Aujourd'hui, ces profils, ils sont là. Ils peuvent se le permettre, c'est ça la réalité. Et donc l'enjeu, ça va être d'adresser ces objectifs-là, ces objectifs de développement. C'est des collaborateurs, plutôt que leur proposer une simple promesse, une promesse salariale. Pour ça, il y a différentes choses qu'on peut faire. La première, c'est de retourner le paradigme. Dans un monde où on était siloté, où on était théorisé, ce qu'on cherchait à faire, c'est de remplir les gens dans des cases. On prenait des gens et on essayait de les poser dans l'organisation avec des job desks très écrites, très spécialisées. Dans ce monde qui est très mouvant, en fait, on va chercher des gens qui sont plus adaptables, on va chercher des gens dont les premières propriétés vont être plutôt leurs soft skills, leur capacité à aller s'adapter, à rentrer dans l'organisation, à développer de nouvelles connaissances, plutôt qu'à date, disposer du panel de compétences qui correspond à la job desk. Parce que par exemple, moi, je m'intéresse à Docker. La réalité, c'est que Docker, peut-être que dans quelques années, ça ne vaudra plus rien. Donc, ce qui est important, c'est l'adaptabilité. Est-ce que tu mets ça en rapport, pardon de te couper, est-ce que tu mets ça en rapport avec la réforme du concours de médecine qui, à l'issue de la première année, et compte tenu des évolutions de tout un tas de problématiques dans les filières scientifiques et médicales, va ouvrir le recrutement des médecins demain à des littéraires et à des gens qui sont peut-être pas nécessairement, strictement issus de la technique. C'est peut-être une mauvaise idée d'ailleurs. En fait, je le pense tout à fait, et on a déjà des avatars de ça. Si vous regardez par exemple l'école 42 qui a été fondée par Xavier Niel, ce qui est intéressant, c'est de voir le modèle pédagogique qu'il y a dedans. Dans cette école, en réalité, les étudiants, ils n'ont pas des cours traditionnels comme on a dans des écoles d'ingénieurs. Ils passent leur temps en fait à faire des TP dirigés en petits groupes. En fait, on leur apprend à être débrouillards, à chercher l'information. Les hard skills, ils les développent en allant chercher l'information sur Internet, sur des MOOC, sur ce genre de choses. Ils ont des conférences pour venir s'ouvrir l'esprit, mais la réalité, c'est que ce ne sont pas des profils traditionnels qu'on voit dans des écoles d'ingénieurs, c'est des profils qui viennent, comme vous le disiez, d'un monde beaucoup plus vaste, et on leur apprend pas tant l'informatique qu'à être débrouillard, à chercher à développer les prochaines compétences technologiques qui vont être nécessaires. On leur apprend l'adaptabilité plus que la technologie, en réalité. Donc on va chercher des gens qui vont rentrer en résonance avec ce système. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi. Par exemple,
En réalité, on peut imaginer que vous vous mettiez par exemple à accueillir des meet-up. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Aujourd'hui, ces communautés technologiques, il en existe plein. Quand on se met à accueillir ces communautés dans l'entreprise, c'est une façon d'embrasser les codes en fait socio-professionnels, de montrer qu'on fait partie de ce paysage technologique, de montrer aux gens en fait qu'on est ouvert à cette culture. C'est la même chose quand on propose aux collaborateurs d'investir du temps pour collaborer sur des projets open source. C'est la même chose quand on organise des BBL. Dans le monde de la techno, ces conférences, aujourd'hui, elles pullulent, il y en a de plus en plus. Et les techs qui sont confirmés, qui sont seniors, ils aiment partager. Une opportunité, le genre de choses qu'on peut mettre en avant, c'est de proposer aux gens, finalement, de venir dans l'entreprise et d'être notamment payés, en quelque sorte, pour aller dans ces conférences, créer de l'animation, montrer que l'entreprise, elle a quelque chose à dire dans ce monde-là. Et ça, en fait, ça a une grande résonance, ça permet de capter l'attention de ces profils qu'on cherche à séduire, mais qu'on n'arrivera pas à trouver dans des job boards, tout simplement. Ça va créer aussi de l'émulation, de la cross-fertilisation avec le monde extérieur. Aujourd'hui, il faut désenclaver l'entreprise au travers de ces meet-ups, de ces conférences et de tout un panel de choses qu'on peut faire. On va chercher à créer de l'émulation justement pour faire évoluer le mindset en s'irriguant justement de ce monde extérieur. Un point intéressant aussi, c'est de faire évoluer la stack technologique. Je lisais l'autre jour un article d'un architecte du site Le Bon Coin qui expliquait la grande transformation qu'ils avaient réalisée. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'un des éléments, c'était que les choix technologiques qu'ils avaient faits consistaient, entre autres, à trouver des technologies qui séduisaient en fait les gens qu'ils souhaitaient embaucher pour aller de l'avant. En gros, ils faisaient des choses, notamment en C, qui étaient extrêmement performantes. Ils n'ont jamais eu de problème de performance et ils se mettent à refaire les choses avec d'autres langages comme le Go. Et l'une des rationales, tout bêtement, c'était que ça attire les gens, ça les séduit. Aujourd'hui, on en est là. On en est, vous vous rendez compte, à aller faire évoluer nos architectures technologiques, entre autres de façon à devenir plus séduisants. Ça veut dire qu'on se contorsionne, on fait des génuflexions pour attirer des gens de 25 ans qui ont le choix, et donc on se prosterne, quoi. Il y a un petit peu de ça, et j'ai observé dans un certain nombre d'entreprises que lorsqu'en réalité on ne tend pas à s'adapter, on peut ne pas vouloir s'adapter, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, le rapport de force entre l'offre et la demande de ces profils fait que ces gens-là s'en vont. Le marché est extrêmement fluide, ils passent leur temps à sortir, ils sont de plus en plus mobiles. D'ailleurs, le paradigme, là aussi, a changé. Dans le temps, dans ces grandes entreprises, ce qui se passait, c'est qu'on signait pour faire carrière. On signait à l'EDF, D'accord, par exemple. mais est-ce que quand ils arrivent, ils tiennent les promesses et est-ce qu'ils valent le coup de tous ces sacrifices et de toute cette danse du ventre pour les attirer? Est-ce qu'ils sont vraiment à la hauteur des espérances, à la fois gérer la fameuse, j'appelle ça le fameux changement, et en même temps faire avancer la locomotive avec le charbon et faire le métier à la papa dont on a besoin aussi? En fait, en réalité, oui et non, dans le sens où ce sont ceux qu'on va aller devoir chercher, mais cette danse du ventre, ils la font tous. Donc il va falloir savoir trouver les signaux faibles, détecter les profils qui vont avoir effectivement la capacité d'avoir cette capacité de traction. On va chercher à réengager le salarié aussi, parce que dans les grandes corporates, aujourd'hui, on est dans un contexte dans lequel ce qui se passe, c'est que les gens ne signent plus pour rentrer dans une entreprise X ou Y et faire carrière d'une façon passive où l'entreprise déroulait un plan de carrière si on était justement un bon petit soldat, qu'on suivait un petit peu les règles. Cette logique, en fait, elle est en train de mourir parce qu'on se rend compte que les gens, aujourd'hui, ils signent dans l'entreprise, pas tant pour la valeur de l'entreprise que pour y trouver une stack technologique qui le séduit, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, des gens avec qui elle a envie de collaborer. C'est pour ça qu'investir le milieu des conférences, c'est intéressant, parce que quand on a des gens sur la scène, ça démontre qu'on a de la valeur sur le marché technologique. À Devox, qui est la plus grosse conférence pour les opérationnels, chaque année, à Porte-Maillot, la réalité, c'est que les entreprises, quelles qu'elles soient, affichent pratiquement un petit menu en disant « Nous, on a 4 sessions, on a 5 sessions », comme pour montrer qu'elles ont des gens qui sont smart et que du coup, ça vaut le coup de rentrer chez elles pour travailler avec des gens aussi brillants. Donc, il y a cette vraie nécessité, effectivement, d'aller vers cette logique de danse du ventre. On va devoir faire en sorte, effectivement, d'engager le salarié et le réengager en permanence. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le salarié, il signe plus pour la carrière, il signe parce qu'à un instant T, il y a la stack technologique, il y a les gens avec qui il veut collaborer, et il y a un achievement, il y a quelque chose de concret et tangible sur lequel il va aller dans les 2 prochaines années. Et la réalité, c'est que à l'avènement de cet objectif, en réalité, ce qui va se passer, c'est que la personne, si vous ne mettez pas autant d'efforts que vous en avez mis pour le recruter au départ, cette personne quittera votre entreprise. C'est ça la réalité. Or, traditionnellement, dans l'entreprise, on met de l'effort pour la faire rentrer, et ensuite, généralement, on s'en occupe beaucoup moins, et puis la personne part. Et donc, du coup, on passe un effort démesuré à essayer de recruter pour simplement combler en fait les départs en permanence. Donc, c'est vraiment cette logique de réengagement dans la durée qui importe.
Après, il y a aussi la question de la posture managériale. La réalité, c'est que aujourd'hui, tout ça ne marche ne pourra marcher que si ces personnes, ces talents qu'on cherche à engager, sont portés, sont gérés par des personnes qui les comprennent. Et ça, c'est très difficile parce qu'on a un vrai fossé, parce que en réalité, aujourd'hui, le management est souvent porté par une logique un petit peu, je dirais, autocrate, dans le sens où on est dans du pilotage qui est souvent un petit peu command and control, un petit peu top-down, et la réalité, c'est que c'est facile d'imposer ses vues avec ses galons à des opérationnels. Sauf qu'en réalité, ça marche plus, puisque ce pouvoir de coercition, on l'a plus, puisque les gens ont la possibilité de s'en aller si ça leur plaît pas. Donc du coup, les managers sont en souffrance parce qu'ils sentent bien que d'une part, ils ont plus de prise sur ces populations. À côté de ça, ils se rendent bien compte également que ces personnes-là, en fait, elles ne réagissent pas au même stimulus, elles ne cherchent pas la même chose. Et en réalité, ces personnes-là entendent bien les signaux qui viennent de l'agile, du DevOps, qui prônent l'auto-organisation, l'empowerment, la valorisation des opérationnels, et ils se demandent quelle valeur ils peuvent encore apporter dans le système. La marche pour les garder, c'est le management. C'est de réinvestir le management et la gestion des ressources humaines. C'est exactement ça le sujet. Si tant est qu'il n'y en avait pas avant. Hein. Mais il y en avait, mais le problème, c'est de changer de paradigme complet. Typiquement, ce qu'on va aller chercher, en fait, c'est de former des coachs. L'image qui est toute simple, mais qui prend bien prise, c'est celle du coach, je ne sais pas, d'une équipe de foot, par exemple. On est dans un modèle où ce qui était mis en avant, c'était le management. D'ailleurs, c'est le seul parcours de carrière qui a existé bien longtemps dans beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on doit valoriser d'autres parcours. Justement, ces gens qui sont experts et qui ne cherchent pas à faire du management et qu'il faut le valoriser pour justement ne pas les voir partir. Donc, on a cet enjeu à constituer en fait ces équipes de foot et avoir des managers qui vont justement avoir une posture complètement différente. Parce que, en réalité, ça nécessite d'avoir une posture basse, ça nécessite d'avoir la capacité, finalement, à réunir le bon panel de personnes, à les mettre en condition et faire en sorte que cette équipe, elle se coordonne, elle fonctionne, elle collabore, mais le coach, en réalité, il est sur le banc. Et ça, c'est quelque chose qui commence à devenir difficile à accepter, de voir d'autres têtes émerger, les stars de l'équipe, par exemple, qui apportent aussi de la valeur. Là où tout le monde était escamoté derrière une posture managériale un petit peu, parfois, envahissante. Une piste intéressante, c'est le modèle Spotify. Alors dans Spotify, on a pas mal de choses, notamment l'organisation de squads, d'équipes en fait pluridisciplinaires, les feature teams dont je parlais. On a de façon orthogonale les chapters qui vont gérer finalement au travers des différentes équipes les profils aux compétences identiques. On a pas mal de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit apparaître, c'est que ça permet de détricoter en fait la posture managériale. Historiquement en France, le manager, il fait énormément de choses. Finalement, il gère de l'humain. C'est lui le garant, le gérant de son équipe. Il gère le delivery et souvent il garde, parce que finalement c'était sa posture historique, il aime bien garder encore la main sur les choix techniques. Or, ce qui va être intéressant, c'est que dans les nouveaux modèles qu'on promeut, on va se retrouver dans une logique où on va détricoter tout ça et réassocier en fait ces fonctions à différents rôles de l'entreprise. On aura les gens qui gèrent le delivery dans la feature team, on va avoir des managers de chapter qui gèrent de l'humain, qui vont se spécialiser là-dedans, et on aura ensuite des gens qui s'occupent spécifiquement des choix technologiques. Ce qui va être important aussi, ça va être de pouvoir recréer en fait cette dynamique et faire du coaching pour ces fameux profils. Parce qu'aujourd'hui, les managers sont en souffrance et aujourd'hui, ils ne se sentent pas accompagnés souvent dans l'entreprise. Or, c'est eux qui sont en interface avec les profils qu'on cherche à séduire et c'est eux qui sont souvent la première cause de départ. Quand on voit les statistiques, aujourd'hui, la plupart du temps, ce qui ressort, c'est les gens quittent leur manager. Ils quittent pas tant l'entreprise que leur manager. Donc, ce qui est important, c'est d'accompagner ces managers, d'une part, en faisant en sorte de leur apprendre les nouveaux codes pour appréhender ce monde et les rassurer quant au fait qu'ils gardent une place importante dans l'entreprise. On va sur d'autres modèles, mais leur place reste importante, là où ils pensent souvent qu'on va vers des modèles pour lesquels ils tendent à disparaître. Du coup, on a différentes problématiques qu'on cherche à adresser, et en fait, ce qui va être important finalement, ça va être de casser finalement ces codes. Un exemple, typiquement, c'est ce que j'appelle le grand on. Vous savez qui est le grand on ? Moi, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on passait son temps à me dire « Adrien, on ne peut pas faire ça ». Mais quand je leur demandais « Mais ok, très bien, présente-moi on. Je veux voir on va lui demander tout de suite. On n'existe pas. On, c'est la culture d'entreprise. Et le dernier stade, justement, de cet état de fait, c'est lorsque le on, en fait, c'est une croyance et c'est même des gens qui interprètent des règles qui n'existent pas. On nous dit qu'on ne peut pas faire ça parce que les gens qui vous donnent des règles, en fait, en réalité, pensent bien faire ce faisant. Tu sais ce qu'on dit en journalisme ? Quand un jeune journaliste utilise le mot « on » dans un papier, en général, son patron lui dit « on est un con ».
Pour qu'il l'enlève. C'est un tic de langage qu'il faut enlever. Mais je suis assez d'accord avec ça. Le on, en fait, il est très impersonnel. C'est en fait de la culture d'entreprise et qu'il faut aller casser. Moi, je me souviens que à un moment donné, dans certaines entreprises, je me suis mis à faire un petit peu de corporate hacking, dans le sens où il s'agissait finalement d'aller casser ce code, d'aller essayer de faire en sorte qu'on puisse faire des choses dans l'entreprise simplement en allant chercher la décision chez les personnes qui en étaient dépositaires. Souvent, les managers intermédiaires s'arrogent des décisions alors qu'ils n'ont même pas le pouvoir de les prendre, mais simplement pour avoir un rôle dans l'organisation. Et alors du coup, c'est ce que j'appelais passer du besoin d'en connaître au besoin d'en rendre compte. Ce que je faisais, c'est qu'il s'agissait d'aller réfléchir pour aller trouver directement dans l'entreprise les personnes qui étaient dépositaires des actions que vous vouliez porter, pour éviter en fait de se les faire squeezer au fur et à mesure. Les gens développent des techniques de guérilla pour pousser les choses dans l'entreprise. Et le but, c'est de montrer aux managers qu'ils peuvent aborder une posture différente pour éviter de se faire contourner. Adrien, tu sais que quand je me rapproche, c'est qu'on se rapproche de la fin. C'est pas avec de bonnes intentions, en fait, que je me rapproche. C'est que j'ai un compteur dans le ventre, comme le crocodile de Peter Pan, je crois. Mais ça tombe très bien, parce que j'étais à la conclusion. Génial. J'avais plus que quelques mots de conclusion. Mon premier point, c'était de dire qu'il faut assumer la situation. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous connaissez tous ce triangle, le coût, la qualité, le délai. C'est pas neuf. La qualité, on est d'accord qu'elle n'est pas discutable. Alors ça veut dire que soit on veut du coût, soit on veut du délai. On ne peut pas tout avoir. Or, aujourd'hui, après avoir rationalisé, avoir optimisé les coûts, on voudrait devenir innovant sans finalement réinvestir. Dans le DevOps, un exemple simple, c'est que quand vous faites des feature teams, vous prenez vos ops, vous les essaimez dans les différentes équipes, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a tellement rationalisé le système qu'il vous reste 0,1 ops en quelque sorte, 0,1 personne à confier à chaque équipe. Donc il faut recruter de nouveau. Donc il faut l'assumer, ce premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va vers un monde avec de plus en plus d'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc l'enjeu, c'est d'aller recruter la bonne équipe, les bons profils, les différenciants qui vont servir de locomotive, tandis qu'un certain nombre d'autres emplois vont être amenés à disparaître. Et un dernier point, c'est finalement le courage, parce que l'homme, c'est un peu un primate. Vous connaissez les singes, on les a jamais vus tomber d'un arbre. L'homme est fondamentalement averse à la prise de risque. Sauf qu'en réalité, s'il est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait prendre des choix qui étaient peu engageants, peu risqués. Vous vous souvenez tous de cette grande phrase « Jamais personne s'est fait virer pour avoir choisi IBM ». Ça, c'était ce qu'on disait dans les années 2000. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens se feront virer s'ils ne prennent pas des choix courageux parce que l'entreprise a besoin de faire un shift d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire d'engager ce pas, d'avoir le courage de faire ce changement, finalement de chevaucher cette disruption plutôt que de la subir, parce que la réalité, c'est qu'elle arrivera. Et la passivité, en fait, vous passera dessus. Et donc c'est pour ça que c'est très nécessaire d'engager ces transformations et de les aborder avec tous les acteurs, parce que l'enjeu, finalement, c'est d'être adaptable, c'est de collaborer, c'est de remettre de l'humain, de sortir du prisme seulement technique et de faire en sorte que toutes les parties prenantes de l'entreprise, finalement, collaborent. Et tu le disais, on parlait des DRH, on parlait des CTO, on parlait de tous ces profils qui doivent travailler ensemble à cette disruption. Quand on se rapproche à deux, c'est vraiment que ça pue. Et ma dernière phrase sera justement celle-ci. La menace, c'est Mars attaque, quoi. Et ma dernière phrase sera justement celle-ci. La réalité, c'est qu'une entreprise, si on en revient à la fin du fin, une entreprise, c'est quoi? Ce sont des gens qui convergent, qui ont réuni pour un seul objectif commun que l'on souhaite atteindre ensemble. Ce sont des gens en premier lieu, plus que de la technologie. Et c'est ça qu'il faut adresser maintenant. Merci. Merci, Adrien. Alors, c'est le moment de la synthèse des éventuelles questions. Il y en a toujours parce que la machine à SMS chauffe. Et donc, je vous laisse en compagnie de Philippe, les belles bottines. Bien, alors, Adrien, c'est toujours un plaisir de vous entendre. C'est pas facile de dégager 3 points parce qu'il y a tellement de contenu. Mais alors, ce que moi j'ai retenu d'important, tout est important, c'est qu'aujourd'hui on est dans la phase 2 du DevOps qui s'intéresse toujours un peu à l'infrastructure de delivery, mais de plus en plus sur les processus et l'organisation, vous l'avez bien dit. Deuxième point, c'est que maintenant, et c'est votre conseil, il faut maintenant se concentrer sur le recrutement, la transformation des compétences et, peut-être plus important, la pérennisation des talents. Absolument. Et le troisième point que j'ai retenu, c'est que la fameuse culture DevOps, elle amène une transformation des mindsets des collaborateurs, mais elle doit également se matérialiser dans la transformation des organisations. Absolument. Alors, on a demandé à la salle en délire de poser des questions et ils l'ont fait. Ah, c'est un truc de dingue. Alors, première question, est-ce que les problèmes de recrutement dont vous parlez sont spécifiques à la France? Ou est-ce que dans les grands pays industriels, c'est la même chose?
Non, ils ne sont pas spécifiques à la France, ils sont même plus exacerbés encore dans d'autres pays. C'est un problème qui est généralisé, il est plus encore présent par exemple aux États-Unis, et quand on voit Facebook par exemple organiser des centres de développement ici, quand on voit les GAFA, les entreprises s'implanter de plus en plus en France, c'est cette idée du Bangalore français que j'évoquais tout à l'heure. On peut être content pour nos emplois, c'est vrai, mais en fait la réalité c'est qu'une des rationales très simples en fait de leur implantation ici, c'est que le coût de la main-d'œuvre elle est moins cher ici, alors que là-bas les tarifs ont explosé. Je connais beaucoup de personnes là-bas, les tarifs deviennent affolants. Ça veut dire qu'on est les Chinois des Américains. Alors dans le monde de l'IT, on parlerait plutôt des Indiens qui sont plus présents sur ce marché, mais je pense qu'on commence à devenir les Indiens et ça pose un problème localement parce que si ces entreprises viennent préempter les profils qu'on a ici, qu'est-ce qui reste pour nos entreprises à nous? Et donc on a un vrai sujet et qui va prendre de plus en plus de place dans les années à venir. Deuxième question, on compare souvent le manager 2.0 au coach sportif. Cette analogie est-elle encore de mise quand lui est soumis à des contraintes bassement matérielles, de coûts, de productivité, etc. Si on garde l'analogie du sport, à quel sport faudrait-il penser? Je n'ai pas de sport en particulier qui me viennent à l'esprit. Le foot, le rugby, un sport collectif, toujours est-il, me semble plus opportun. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, on met les managers dans une posture détestable. C'est qu'on leur demande de créer finalement cette transformation, de pousser sur ces nouveaux objectifs, la disruption, engager ces nouveaux talents, aller de l'avant, mais on ne leur relâche pas de pression sur les objectifs historiques. C'est ce que je disais tout à l'heure en conclusion, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est facile finalement de demander à un manager de dire maintenant il faut innover, maintenant il faut de la vélocité, maintenant il faut faire beaucoup d'autres choses. Mais surtout, tu ne changes rien à ce que tu as réussi à rationaliser jusque-là. Et ça arrive à un finalement non-sens, puisque finalement, quand on prend l'exemple des Ops, les Ops, justement, on les essaime dans des feature teams, justement pour créer de la proximité au sein de ces équipes. La réalité, c'est qu'on a tellement rationalisé ces profils au travers de centres de services, de call center et de tout ce qu'on veut, qu'en réalité, on se retrouve avec 0,1 la personne, elle vient dans des daily stand-up un quart d'heure le matin, elle vient à la rétro à la fin du mois, c'est terminé. Et donc, l'enjeu, c'est d'assumer le fait qu'à un moment donné, ça va avoir un coût. Les GAFA, on dit toujours qu'il faut s'inspirer des GAFA. Les GAFA font des trucs merveilleux. Oui, c'est vrai qu'ils sont très bons en termes de time to market, de vélocité, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils investissent. L'argent, ils le dépensent dans ce contexte-là. Donc, il faut assumer le monde vers lequel on veut aller. Soit on va aller vers plus de vélocité, d'innovation, soit on va vouloir aller vers du coût, mais on pourra de toute évidence pas avoir les deux. Et c'est aujourd'hui trop facile de demander ça aux managers. Et aujourd'hui, il faut aborder ces transformations qui sont justement très systémiques, très globales, à un niveau plus stratégique. L'Agile at Scale, c'est exactement ça. Justement parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a qu'une vision tactique de ce problème et qu'il faut le faire remonter pour qu'on commence à aborder ces sujets autrement plus sensibles. Moi, j'aurais dit curling pour la stratégie de recrutement. Le candidat étant le pavé qui avance, le palais qui avance, et puis les recruteurs étant les gens qui balayent devant et qui lui déroulent le tapis rouge. Merci Adrien Blin pour cette belle présentation. Bravo.